Écoutez, je comprends parfaitement ce que vous devez penser en entendant ça, vraiment. Une femme hérite d'une propriété et se met soudain à parler d'un Bigfoot qui vivrait dans les bois. Vous vous dites probablement que j'essaie d'attirer les touristes, que je prévois d'écrire un livre à sensation pour profiter de la folie des cryptides, ou de monter une sorte d'attraction de bord de route où les gens paieraient pour entendre des histoires inventées. Mais ce n'est pas du tout ça, même de très loin. J'ai délibérément gardé cette information totalement privée ces 14 dernières années, précisément parce que je ne voulais pas que des curieux, des enquêteurs amateurs et des équipes de télévision viennent piétiner cet endroit, perturbant ce qui existe sur cette terre, détruisant par l'exposition et l'intrusion ce qui a été soigneusement protégé pendant des décennies. La seule raison pour laquelle je partage enfin tout cela maintenant, c'est que j'approche de la cinquantaine et que la réalité de la mortalité a commencé à peser sur mon esprit d'une manière inédite, une manière que je n'aurais pas pu anticiper quand j'étais plus jeune et que je me sentais invincible. J'en suis venu à croire que quelqu'un d'autre doit être au courant de cette situation, doit comprendre ce qui se passe réellement ici, dans ces montagnes, avant que je ne disparaisse et que ce savoir ne meure avec moi, avant que cette chose extraordinaire ne soit perdue parce que j'aurais échoué à transmettre ce que j'ai appris et vécu. Que vous choisissiez de croire ce que je vous raconte est une décision qui vous appartient entièrement et je la respecte totalement. Je ne cherche pas à convaincre les sceptiques, à changer la vision du monde de qui que ce soit ou à gagner des débats avec des gens qui ont déjà décidé que des créatures comme celle-ci ne peuvent absolument pas exister. Je documente simplement la vérité de mon expérience, exactement comme elle s'est produite et continue de se produire, créant ainsi une archive qui pourrait aider quelqu'un à l'avenir, quelqu'un qui pourrait se retrouver dans une situation similaire, quelqu'un qui pourrait hériter de cette responsabilité lorsque je ne serai plus capable de l'assumer. Ceci est un témoignage, pas un divertissement. C'est la vérité, pas une fiction conçue pour faire de l'effet. Quand ma tante est décédée au début de l'automne 2010, je me suis retrouvé, contre toute attente, à hériter de l'ensemble de ses biens, qui consistaient en 420 acres de terre montagneuse et densément boisée dans la région des Appalaches, dans l'ouest de la Virginie, non loin de la frontière avec la Virginie occidentale, là où les montagnes anciennes s'élèvent abruptement depuis les vallées. L'appel est venu de son notaire, un homme que je n'avais jamais rencontré, un mardi après-midi, alors que j'étais assise dans mon box à fixer des feuilles de calcul qui me semblaient dénuées de sens. « Votre tante Catherine est décédée, m'a-t-il dit, et vous êtes l'unique bénéficiaire de sa succession. Je connaissais à peine ma tante. Je l'avais vue peut-être 5 fois dans toute ma vie lors de réunions de famille auxquelles elle assistait à contre-cœur, semblant toujours mal à l'aise dans ces contextes, partant toujours tôt avec de vagues excuses. Elle était la sœur cadette de mon père et ils n'avaient jamais été proches depuis qu'elle avait déménagé dans les montagnes au milieu des années 70, après son divorce. La famille l'avait plus ou moins cataloguée comme une excentrique, l'original, qui avait choisi l'isolement plutôt qu'une vie normale, qui avait rejeté la réussite et la stabilité conventionnelle pour une raison incompréhensible que personne ne comprenait. Ma tante avait vécu seule sur cette propriété pendant près de 35 ans après son divorce, s'aventurant rarement dans la petite ville située à 15 miles de là, sauf en cas d'absolue nécessité pour acheter les provisions qu'elle ne pouvait pas produire elle-même. Des choses comme la farine, le café et des outils qui nécessitaient une fabrication qu'elle ne pouvait reproduire en autarcie. Les habitants la considéraient au mieux comme une excentrique et au pire comme potentiellement instable mentalement. Une de ces ermites des montagnes qui avait rejeté la société et la compagnie humaine pour des raisons qui les marquaient comme étant abîmées ou étranges. Mais la vérité, que je ne comprendrais que bien plus tard, était qu'elle valorisait simplement sa tranquillité par-dessus tout et s'était lassée de la société humaine avec toutes ses complications, ses hypocrisies et ses exigences incessantes de conformité à des attentes qu'elle trouvait suffocantes.
Elle avait trouvé quelque chose dans ces montagnes, quelque chose qui faisait paraître la société humaine conventionnelle, superficielle et dénuée de sens en comparaison. Elle m'a tout légué dans un testament méticuleusement préparé de 15 pages qui détaillait chaque aspect du transfert de propriété, ainsi que la modeste cabane qu'elle avait construite de ses propres mains sur plusieurs années au début des années 80 en utilisant du bois récolté sur la terre même. Il y avait aussi une lettre manuscrite qui ne contenait qu'une seule phrase d'instruction que j'ai d'abord prise pour une divagation philosophique sans importance. La phrase disait « Laissez à la montagne le temps de vous accepter et honorer ce que vous y trouverez. » À l'époque où j'ai reçu ce message énigmatique, assise dans le bureau du notaire à signer document après document, je n'avais absolument aucun repère pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Je supposais qu'elle parlait métaphoriquement de l'adaptation à la vie rurale, de la période d'ajustement nécessaire lors de la transition d'un environnement urbain à un isolement reculé. Ou peut-être faisait-elle une déclaration philosophique sur la patience et l'observation dans un cadre naturel, sur l'apprentissage du ralentissement et de l'attention à des rythmes différents de ceux de la vie citadine. Je n'imaginais certainement pas qu'elle me donnait une instruction littérale concernant quelque chose d'extraordinaire vivant sur cette propriété, quelque chose qui nécessiterait des protocoles et des approches spécifiques. J'avais 34 ans à l'époque, piégé dans un poste administratif aliénant dans les bureaux d'une grande entreprise à Richmond, passant un minimum de 40 heures par semaine, souvent plus près de 50 ou 55, dans un box beige sous la lumière crue des néons qui me donnait des maux de tête, accomplissant des tâches qui semblaient totalement vides de sens et déconnectées de tout ce qui comptait dans le monde, ne contribuant en rien à la société ou à mon propre sentiment d'utilité et d'épanouissement. Je traitais de la paperasse, assistais à des réunions, rédigeais des rapports que personne ne lisait et participais à des initiatives d'entreprise qui n'existaient que pour justifier le poste de quelqu'un ou donner l'apparence de la productivité. Le travail était abrutissant par sa monotonie, destructeur pour l'âme par son inutilité. Je me réveillais chaque matin avec un sentiment d'angoisse, sachant que je devais retourner à ce bureau, m'asseoir dans ce box, faire semblant de m'intéresser à des choses sans importance. La perspective de faire cela pendant encore 30 ans, jusqu'à la retraite, me semblait être une condamnation à la prison, une mort lente de tout ce qui rendait la vie digne d'être vécue. La perspective de posséder toutes ces terres de montagne représentait une possibilité d'évasion qui semblait presque miraculeuse, une occasion de recommencer complètement ma vie selon des principes différents, de vivre selon des valeurs auxquelles je croyais réellement plutôt que selon les attentes de l'entreprise et les conventions sociales que je n'avais jamais consenti à suivre. C'était comme si une porte s'était ouverte dans un mur que je fixais depuis des années, une issue à un piège dans lequel j'étais tombé sans bien réaliser ce à quoi je renonçais. Une évasion des néons, des feuilles de calcul, des réunions inutiles et de cette anxiété de fond constante qui était devenue mon état normal. Une chance de vivre différemment, de découvrir à quoi la vie pourrait ressembler si je faisais des choix basés sur ce qui comptait vraiment pour moi, plutôt que sur ce que la société disait que je devrais vouloir. J'ai donné ma démission dans les 3 semaines suivant la réception des papiers de la succession, en écrivant une brève lettre avec un préavis de 2 semaines et en invoquant des raisons personnelles. Mon supérieur a semblé déconcerté, a tenté de m'en dissuader, m'a offert une augmentation et une promotion qui auraient signifié plus d'argent, mais aussi plus de responsabilités et plus de temps piégé dans ce bâtiment. J'ai poliment décliné et j'ai travaillé mes derniers jours, vidant mon bureau, supprimant des fichiers, terminant des projets qui seraient réaffectés à quelqu'un d'autre qui s'en soucierait aussi peu que moi. Mes collègues me traitaient comme si je faisais une terrible erreur, abandonnant la sécurité et les avantages sociaux pour une fantaisie romantique sur la vie rurale, qui me décevrait inévitablement. Ils me demandaient ce que je ferais pour l'argent, pour l'assurance maladie, pour les liens sociaux.
Ils m'ont mis en garde contre l'isolement, l'ennui et les dures réalités de la vie sans les commodités modernes. Je souriais, hochais la tête et n'essayais pas d'expliquer que ces commodités me semblaient être des chaînes, que l'isolement sonnait comme le paradis, comparé aux open space et à la socialisation forcée, que l'ennui serait préférable à l'anxiété chronique avec laquelle je vivais. J'ai méthodiquement emballé tout ce qui comptait dans mon petit 2 pièces, ce qui s'est avéré être étonnamment peu de choses. La plupart de ce que je possédais étaient des meubles, de l'électronique et des vêtements qui semblaient être conçus pour la vie que je quittais plutôt que pour celle que j'entamais. J'ai vendu ou donné la majeure partie, ne gardant que l'essentiel, des livres, du matériel de camping, des outils, des vêtements chauds adaptés aux hivers en montagne. J'ai dit au revoir aux quelques amis que j'avais réussi à garder malgré mon insatisfaction chronique de la vie citadine, des gens que je connaissais depuis des années, mais dont je n'avais jamais été vraiment proche, des relations qui semblaient superficielles et maintenues plus par habitude que par une véritable connexion. Ils m'ont souhaité bonne chance, sur un ton qui suggérait qu'ils pensaient que je faisais une énorme erreur, mais qu'ils étaient trop polis pour le dire directement. Et puis, j'ai chargé tout ce que je gardais dans mon vieux pick-up Toyota, et j'ai roulé vers l'ouest, dans les montagnes, pour commencer ce que serait ce nouveau chapitre de mon existence, m'éloignant de Richmond avec un sentiment de libération si intense qu'il en était presque effrayant. Je me souviens très bien du trajet, regardant la ville s'estomper dans mon rétroviseur, observant le paysage se transformer progressivement de banlieue en petite ville, puis en forêt, ayant l'impression de me défaire d'une vieille peau, de devenir quelqu'un de différent à chaque kilomètre parcouru. L'adaptation a été considérablement plus difficile que ce que j'avais naïvement anticipé. Il n'y avait aucune connexion Internet. Le service de téléphonie mobile était au mieux peu fiable et complètement absent dans la plupart des zones de la propriété. Et mon plus proche voisin vivait à environ 12 miles de là, au bout d'un chemin de terre défoncé qui devenait complètement impraticable en cas de forte pluie ou de neige en hiver. Mais je me suis surprise à apprécier le silence profond d'une manière que je n'avais pas prévue, à en avoir besoin en fait, à avoir besoin de cette absence de bruit et de complications humaines. La cabane que ma tante avait construite était petite mais remarquablement bien faite, démontrant une véritable compétence et une attention aux détails structurels qui m'ont immédiatement impressionné en la voyant pour la première fois. Elle savait clairement ce qu'elle faisait, avait pris le temps d'apprendre les bonnes techniques de construction, n'avait pas pris de raccourcis ou ne s'était pas contentée de l'adéquat quand elle pouvait atteindre l'excellence. Elle comprenait une chambre avec une fenêtre orientée à l'est pour capter la lumière du matin, positionnée parfaitement pour que le lever du soleil vous réveille naturellement sans avoir besoin de réveil. Un choix de conception qui démontrait une compréhension des rythmes naturels. Il y avait un coin cuisine, équipé d'un poêle à bois, qui servait à la fois pour la cuisson et le chauffage, ainsi qu'un petit évier relié à une pompe manuelle qui puisait l'eau d'une source située en amont de la cabane, fournissant de l'eau froide et propre par simple gravité. L'espace de vie était centré autour d'une cheminée en pierre qu'elle avait construite avec des roches ramassées sur la propriété. Chaque pierre soigneusement choisie et ajustée, le savoir-faire évident dans la façon dont les pierres s'emboîtaient parfaitement sans mortier par endroits, créant une structure qui durerait des siècles. Et une terrasse couverte qui offrait une vue imprenable sur des crêtes boisées s'étendant dans toutes les directions. À perte de vue, des couches de montagnes nimbées de brume bleue s'estompant au loin, une vue qui ne devenait jamais banale. Peu importe combien de fois je la regardais. Elle avait tout construit en utilisant du bois récolté sur ses propres terres, coupant et sciant le bois elle-même avec du matériel qui se trouvait encore dans une petite remise derrière la cabane, une scierie portable et divers outils à main, tous soigneusement entretenus et rangés. Les murs intérieurs étaient tapissés d'étagères contenant des centaines de livres sur des sujets allant de l'histoire naturelle à la philosophie,
en passant par des compétences pratiques comme la menuiserie, la cueillette et le pistage d'animaux, ainsi que de nombreux journaux remplis de ses observations manuscrites sur les conditions météorologiques, le comportement des animaux, la phénologie des plantes et d'autres notes de naturalistes accumulées sur des décennies d'observations attentives. J'ai passé des heures à lire ces journaux pendant mes premiers mois sur la propriété, apprenant de ses archives détaillées, comprenant comment elle avait documenté tout ce qui concernait cette terre avec une précision scientifique. Son écriture était nette et lisible, ses observations spécifiques et détaillées. Elle avait noté les dates exactes de floraison de certaines fleurs sauvages chaque année, avait suivi les changements de population de la faune sur des décennies, avait enregistré les modèles météorologiques et les avait comparés d'une année à l'autre. Il n'y avait ni télévision, ni ordinateur, ni connexion au flux constant d'informations et de divertissements numériques qui dominent la vie contemporaine et détournent les gens de l'expérience directe. Juste la forêt, les montagnes, le ruisseau qui traversait la vallée en contrebas toute l'année, quelles que soient les conditions de sécheresse, et un silence si complet qu'il m'a d'abord semblé oppressant, presque inconfortable, jusqu'à ce que j'apprenne à entendre les sons subtils qui le remplissaient plutôt que de le définir comme une absence de bruit. Le silence n'était en fait pas silencieux une fois qu'on y prêtait attention. Il était plein du vent se déplaçant à travers différents types d'arbres, chaque espèce créant des sons distincts, plein de chants d'oiseaux et d'insectes, et du murmure lointain de l'eau sur les rochers, plein de branches qui craquent et de feuilles qui bruissent, et de tous les petits bruits qui composent le fond sonore des lieux sauvages, quand les humains ne les noient pas sous le bruit mécanique. Pendant mes premiers mois sur la propriété, j'ai consacré la plupart de mon énergie à l'entretien de base et aux réparations nécessaires de la cabane et des dépendances, au défrichage des broussailles accumulées pendant des années sur les sentiers que ma tante avait créés, et à l'exploration systématique des différentes sections du terrain pour développer une familiarité intime avec sa géographie et son caractère. Je passais des journées entières à marcher dans la forêt, couvrant parfois 10 ou 12 miles en une journée, essayant de comprendre ce qui avait si complètement captivé ma tante à propos de cet endroit qu'elle y avait volontairement passé plus de 3 décennies dans un isolement quasi total. La forêt était dominée par des chênes, des carriers et des tulipiers matures, avec des sous-bois denses de rhododendrons et de lauriers de montagne qui créaient des fourrés presque impénétrables dans certaines zones. Les cerfs de Virginie étaient si abondants qu'ils en devenaient presque banals, j'en voyais tous les jours. Les dindons sauvages se déplaçaient en grandes volées sur la propriété. Les ours noirs étaient présents, mais évitaient généralement les rencontres directes avec les humains. La diversité des oiseaux était remarquable. Des espèces que je n'avais vues que dans des guides de terrain devenaient soudainement des compagnons quotidiens. La terre semblait vitale et vivante d'une manière que les environnements urbains, avec leur bitume et leurs aménagements paysagers contrôlés, ne pourraient jamais approcher. La propriété contenait des caractéristiques naturelles remarquables qui démontraient pourquoi ma tante avait choisi cette parcelle de terre en particulier. Un ruisseau, alimenté par une source, prenait naissance en haut de la crête et coulait de manière constante toute l'année, quelles que soient les conditions de sécheresse, son eau froide et claire abritant des populations de truites mouchetées indigènes. Des arbres anciens, probablement âgés de 200 ans ou plus, dominaient les jeunes pousses dans des bosquets épars où l'exploitation forestière n'avait jamais atteint. Des prairies ouvertes, qui avaient peut-être été autrefois défrichées pour le pâturage, mais abandonnées depuis des décennies, explosaient de fleurs sauvages chaque printemps et été. Des affleurements rocheux le long de la ligne de crête offraient des vues panoramiques spectaculaires, s'étendant sur 50 miles ou plus par temps clair, des panoramas qui incluaient des couches de montagnes nimbées de brume bleue s'estompant à l'horizon. Et le ciel nocturne, non obscurci par la pollution lumineuse des villes ou des villages, révélait la Voie lactée avec des détails stupéfiants,
des milliers d'étoiles visibles simultanément, avec parfois des météores striant l'obscurité. Je n'avais jamais rien vécu de comparable à ce niveau de beauté naturelle et d'isolement. J'ai commencé à remarquer des événements inhabituels vers le début de mon 4e mois sur la propriété. Au début, c'était des choses mineures qui ne m'ont pas immédiatement semblé particulièrement significatives. Je découvrais des cairns de pierre empilés soigneusement près de la rive du ruisseau, parfois 4 ou 5 roches en équilibre impossible les unes sur les autres, dans des formations qui n'étaient clairement pas le résultat de processus géologiques naturels ou du hasard. Ma première hypothèse fut que ma tante avait dû créer ces structures il y a des années, peut-être comme balises de sentiers ou simplement comme une pratique méditative. Mais les limites de la propriété étaient clairement indiquées par des panneaux propriété privée et il n'y avait pas de sentier de randonnée ou de servitude d'accès public qui expliquerait que des visiteurs créent ces marques. Puis, j'ai commencé à rencontrer des arrangements de branches cassées qui apparaissaient du jour au lendemain dans des endroits où j'avais marché la veille, des branches délibérément pliées et entrelacées pour former des motifs distincts en forme de X ou des structures arquées, certainement pas le résultat aléatoire de dégâts de tempête ou de chutes de branches. J'ai essayé de rationaliser ces découvertes comme des phénomènes naturels, peut-être des cerfs frottant le velours de leur bois ou des ours marquant leur territoire, mais les explications me semblaient inadéquates et peu convaincantes, même en me les répétant. Les branches étaient positionnées trop haut, parfois à 8 ou 9 pieds du sol, dans les arbres. Les motifs montraient trop d'intentionnalité et de complexité. Ils avaient été manipulés délibérément avec une force et une patience considérables par quelque chose capable d'atteindre le haut des arbres et d'entrelacer des branches vivantes sans les casser. J'ai aussi découvert des empreintes qui ne correspondaient à aucune espèce de faune que je pouvais identifier grâce à mes guides de terrain ou à mes recherches en ligne. C'étaient d'énormes empreintes dans la boue molle près du ruisseau et dans des parcelles de terre nues le long des sentiers, mesurant au moins 17 pouces de long et montrant 5 marques de doigts de pied distinctes, ainsi que ce qui semblait être une empreinte de talons clairs. Elles étaient bien trop grandes pour être des empreintes d'ours noirs, et de forme et de proportions complètement fausses. Trop larges, trop semblables à celles d'un humain dans leur configuration malgré la taille. Quand j'ai trouvé une série de ces empreintes, la longueur de la foulée entre elles suggérait quelque chose qui marchait debout avec une démarche qui couvrait beaucoup plus de terrain que mes propres pas, quelque chose de grand et de puissant se déplaçant dans la forêt sur 2 jambes plutôt que 4. Quelle que soit la créature qui faisait ces empreintes, elle était de taille substantielle et clairement bipède, traversant ma propriété régulièrement à en juger par la fréquence à laquelle je rencontrais des traces fraîches. Un matin de mi-septembre, je me suis réveillé et suis sorti sur la terrasse pour trouver un morceau de carcasse de cerf placé juste devant la porte de la cabane. C'était le quartier arrière, relativement frais. Il ne pouvait pas avoir plus de quelques heures à en juger par l'état de la viande et le fait que le sang était encore quelque peu fluide. La chair avait été arrachée de l'os plutôt que coupée avec une lame, une quelconque, les bords déchiquetés montrant des marques de dents ou peut-être de doigts, certainement pas les coupes nettes qu'un couteau produirait. Ma première pensée a été qu'un ours avait dû laisser ça, mais cette explication s'est rapidement effondrée à l'examen. Les ours ne laissent pas de nourriture derrière eux, sans la manger. Ce sont des mangeurs opportunistes, qui consomment tout ce qui est disponible. Et cela n'avait pas été déposé ou traîné sur la terrasse par hasard. C'était délibérément placé, positionné avec une intentionnalité claire, là où je le verrais immédiatement en ouvrant la porte. C'était un cadeau, une offrande, ce qui impliquait une pensée consciente et un but derrière l'action. J'ai ressenti une peur sincère à ce moment-là, je ne le nierai pas. J'ai récupéré la carabine que ma tante gardait dans la cabane, une 30-30 à levier avec laquelle je m'étais entraîné sur un stand de tir improvisé, et je l'ai portée sur la terrasse où je suis resté assise pendant plus d'1 heure à scruter la lisière des arbres dans toutes les directions, guettant le moindre mouvement.
écoutant les bruits qui pourraient indiquer ce qui avait laissé cette offrande. Rien ne bougeait à part le vent dans les feuilles et les bruits ambiants normaux de la forêt, les chants d'oiseaux, le murmure lointain du ruisseau sur les rochers. J'ai envisagé d'appeler quelqu'un pour obtenir de l'aide ou des conseils, mais l'absurdité de cette conversation m'a arrêté. Qu'est-ce que j'allais signaler exactement? « Shérif, quelque chose a laissé de la viande sur ma terrasse. Pouvez-vous envoyer un adjoint pour enquêter ?» Il penserait que je faisais une sorte de crise psychologique, une citadine qui ne supportait pas l'isolement rural et inventait des drames. J'ai emballé la viande de cerf dans des sacs en plastique et les rangé dans le congélateur, puis j'ai frotté les planches de la terrasse avec une brosse et de l'eau savonneuse. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, me redressant à chaque petit bruit, la carabine à portée de main contre ma table de chevet, mais rien d'inhabituel ne s'est produit. La nuit s'est passée avec seulement les bruits nocturnes typiques, des hiboux chassants, des coyotes jappant dans les vallées lointaines. Environ 10 jours plus tard, la même chose s'est reproduite. Cette fois, l'offrande était un lapin, déjà dépouillé et vidé. La viande propre est prête à être cuisinée, positionnée exactement au même endroit sur la terrasse que le cadeau précédent. Ma peur avait considérablement diminué lors de cette deuxième occurrence, remplacée principalement par une curiosité intense et un début de compréhension. Quelle que soit l'entité qui laissait ces offrandes, elle n'essayait clairement pas de m'effrayer ou de me chasser de la propriété. Si l'intention était de nuire ou d'intimider, il y avait d'innombrables occasions pour une créature grande et puissante d'atteindre facilement cet objectif. J'étais vulnérable ici, seul et isolé, loin de toute possibilité d'aide. Mais au lieu d'un comportement menaçant, je recevais de la nourriture, des provisions qui demandèrent de l'effort et de l'habileté pour être acquises. Cela indiquait une intention et une pensée, peut-être même ce qui pourrait être interprété comme un geste de gentillesse ou de bienvenue de la part de quelque chose qui reconnaissait ma présence et choisissait d'interagir positivement. J'ai pris une décision qui semblait à la fois intuitive et légèrement absurde. J'allais rendre l'appareil, offrir quelque chose en retour, tenter d'établir une communication par cet échange de cadeaux. La logique de cette décision était floue, même pour moi, opérant plus par instinct que par planification rationnelle, mais elle me semblait juste d'une manière que je ne pouvais pas entièrement articuler. J'ai choisi plusieurs pommes de la réserve que j'avais apportées de la ville. Je me suis dirigé vers le bord de la clairière où la forêt commençait, et je les ai soigneusement disposées sur un rocher plat qui sortait du sol. Puis, je suis retourné à la cabane et me suis posté à la fenêtre d'où je pouvais observer le rocher sans que ma surveillance soit évidente. Je me sentais ridicule, comme quelqu'un essayant de se lier d'amitié avec un fantôme ou de communiquer avec une entité qui n'existait probablement que dans mon imagination. Mais je ne pouvais pas me défaire de la puissante intuition que quelque chose de réel et d'intelligent tendait la main, tentait d'établir un contact, et que répondre de manière appropriée importait plus que de maintenir un détachement sceptique. Rien ne s'est passé pendant des heures. L'après-midi a cédé la place au soir, le soir à l'obscurité totale, et finalement j'ai abandonné ma veille et suis allé me coucher, incertaine si cette expérience avait été une perte de temps insensée ou le début de quelque chose de significatif. Quand je suis sorti de la cabane le lendemain matin et que je suis allé vérifier le rocher, les pommes avaient complètement disparu. À leur place se trouvait un arrangement soigné de fruits d'assimine, plusieurs poignées d'entre eux positionnés en une petite pyramide à l'endroit exact où j'avais laissé mon offrande. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mon pouls s'accélérant avec un mélange d'excitation, d'incrédulité et de quelque chose qui approchait de l'émerveillement. C'était une communication sans équivoque, la preuve d'une intelligence, d'une intention et d'une compréhension de la réciprocité. Ce contrat social de l'échange qui forme la base de toute relation. Quelque chose dans ces montagnes me contactait consciemment, délibérément, démontrant sa compréhension du don comme une forme de langage et de connexion. J'ai maintenu ce schéma d'échange de manière constante au cours des semaines et des mois suivants.
Tous les quelques jours, je laissais quelque chose sur ce rocher ou parfois à d'autres endroits autour de la clairière. Des fruits, des noix, du pain et parfois des restes de mes repas. Et à chaque fois, sans exception, ce que je laissais était pris et quelque chose était laissé à sa place. Plus de fruits sauvages, des variétés inhabituelles que je ne savais pas pousser sur la propriété. Des pommes de pin parfaites disposées en motifs géométriques. Une fois, un nid d'oiseau tombé intact d'une haute branche, délicat et complexe dans sa construction. Une autre fois, une collection de galets lisses de différentes couleurs, blanc, gris, rose et vert, disposés en un cercle parfait. Ces échanges sont devenus un rituel qui structurait mes journées, me donnait quelque chose à attendre, me faisait me sentir moins isolé malgré l'absence de contact humain. Je n'étais plus seul sur cette montagne, j'étais en dialogue avec quelque chose, partageant un espace et établissant une relation, même si je ne comprenais toujours pas pleinement ce qu'était ce quelque chose. La nuit où j'ai réellement vu la créature elle-même, c'était fin octobre. Environ 7 mois après mon installation sur la propriété, 7 mois d'acclimatation progressive à cet endroit et à ses rythmes. 7 mois à apprendre lentement à voir, à entendre et à comprendre ce que la forêt me disait. J'étais assise sur la terrasse après avoir fini de dîner, enveloppée dans une lourde couverture en laine contre l'air frais d'automne qui portait l'odeur âcre du gel à venir, buvant un thé qui avait tiédi pendant que j'étais absorbé par l'apparition des étoiles, les regardant émerger une par une, alors que le crépuscule s'épaississait en nuit noire, chaque point de lumière devenant visible à mesure que l'obscurité prenait le dessus. La forêt autour de moi était relativement calme. De cette manière particulière des soirs d'octobre, juste les bruits habituels des hiboux commençant leur chasse avec leurs ululements interrogateurs et leurs cris perçants, les criquets fournissant leur rythme ambiant qui continuerait jusqu'à ce qu'un gel sévère les réduise au silence pour la saison, et les vocalisations occasionnelles de coyotes lointains dérivant à travers les vallées comme des rires sauvages portés par le vent. Puis j'ai entendu quelque chose bouger dans les arbres au nord de la cabane, quelque chose qui ne faisait aucune tentative de discrétion ou de dissimulation, quelque chose qui ne se souciait manifestement pas d'être entendu ou détecté. Des branches craquèrent de manière audible sous un poids important, des bruits secs qui résonnèrent dans le calme du soir, des sons qui indiquaient clairement que ce qui approchait était massif, et se déplaçait sans grande précaution. Des pas lourds créèrent des vibrations que je pouvais sentir à travers les planches de la terrasse, même à distance. Des impacts rythmiques qui suggéraient quelque chose de grand et de bipède, plutôt que la démarche quadrupède d'un cerf ou d'un ours. Mon premier instinct fut qu'un wapiti s'était égaré sur la propriété. Il passait parfois par les terres voisines, lors de leurs déplacements saisonniers. Mais le rythme du mouvement était complètement faux pour un wapiti ou toute autre créature à 4 pattes que je connaissais. C'était une locomotion bipède, sans aucun doute. 2 jambes, pas 4. Des pas lourds et délibérés qui suggéraient une masse substantielle, se déplaçant en position verticale, marchant comme les humains marchent, mais en plus lourd, chaque pas portant plus de poids qu'aucun humain ne pourrait peser. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, l'adrénaline inondant mon système avec cette sensation électrique particulière qui accompagne un danger potentiel ou des événements extraordinaires, faisant légèrement trembler mes mains et accélérer ma respiration. Je me suis levé lentement de ma chaise, tendant instinctivement la main vers la carabine que j'avais commencé à garder appuyée contre la rambarde de la terrasse après ces événements inhabituels, ma main se refermant sur le bois usé et familier de la crosse. Mais quelque chose m'a empêché de la prendre, de la lever, de chambrer une cartouche, un sens intuitif que brandir une arme serait la mauvaise réponse à ce moment-là, que ce qui approchait n'était pas une menace de la même manière que les ours ou les pumas pourraient l'être, que cette situation appelait à l'ouverture plutôt qu'à une posture défensive. Ma main a lâché la carabine et je suis resté là, les mains vides, vulnérable, attendant de voir ce qui émergerait de l'obscurité.
Les pas se sont arrêtés à la lisière de la clairière, peut-être à une 60aine de pieds de l'endroit où je me tenais figé sur la terrasse, mon souffle visible dans l'air froid, mon cœur battant si fort que je pouvais sentir le pouls dans ma gorge. Je pouvais voir une forme dans l'obscurité, là où la forêt rencontrait la clairière, haute et large, mais le clair de lune, insuffisant, empêchait une observation détaillée, réduisant la silhouette à une ombre se découpant sur un fond légèrement moins sombre, une ombre parmi les ombres. Mais même en tant que silhouette, la forme était sans équivoque dans son étrangeté, son impossibilité. La forme était massive, c'était immédiatement évident même sans détail clair, mesurant au moins 8 ou 9 pieds de haut d'après mon estimation, peut-être plus, une taille qui me faisait me sentir petite et vulnérable, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis l'enfance. Les épaules étaient larges, plus larges que celles de n'importe quel humain, plus larges que ce qui semblait physiquement possible, suggérant une force et une puissance au-delà de tout ce que j'avais rencontré. Ce n'était pas un animal se tenant temporairement sur ses pattes arrière. C'était une créature bipède, quelque chose qui marchait debout naturellement, quelque chose qui appartenait à la mythologie et à la légende plutôt qu'à la réalité documentée, se tenant à une 60aine de pieds de moi. Nous sommes restés dans ce tableau figé pendant ce qui a semblé une éternité, mais n'a probablement duré que 30 ou 40 secondes. Moi, debout, immobile sur la terrasse, retenant à peine ma respiration, tout mon corps tendu par l'effort de rester immobile, la forme se tenant tout aussi immobile à la lisière de la forêt. Chacun évaluant l'autre à travers l'espace qui nous séparait, essayant de comprendre ce que cette rencontre signifiait, ce qui allait se passer ensuite, si c'était le début ou la fin de quelque chose. Le silence était absolu, à l'exception des battements de mon cœur qui tonnaient dans mes oreilles et du léger bruit du vent dans les arbres voisins. Le temps semblait ralentir ou s'arrêter complètement, le moment s'étirant jusqu'à ce qu'il semble que nous étions là depuis toujours, comme si nous pouvions rester ainsi pour le reste des temps, deux êtres de mondes différents, partageant un espace et une attention. Puis la forme a légèrement bougé, déplaçant son poids d'une jambe à l'autre dans un geste qui semblait presque nerveux ou incertain, très humain dans sa qualité bien que provenant de quelque chose de décidément non humain, et a émis un son qui a changé tout ce que je pensais comprendre de cette situation. La vocalisation n'était pas agressive ou menaçante. Ce n'était pas un rugissement ou un grognement ou tout autre son indiquant un danger ou de l'hostilité. C'était une vocalisation grave qui semblait porteuse d'un sens que je ne pouvais traduire. Et complexe et modulée, presque comme des mots dans une langue que je ne connaissais pas, des sons qui montaient et descendaient avec ce qui semblait être un phrasé intentionnel, une communication plutôt qu'un simple bruit animal. Le son transmettait quelque chose. J'en étais certaine même si je ne pouvais pas identifier ce qui était communiqué. Une sorte de mélange de curiosité, de prudence et peut-être même de salutation, bien que j'ai pu surinterpréter des sons qui ne signifiaient rien que je puisse comprendre. Ma peur, qui avait atteint un pic lorsque j'avais entendu les pas s'approcher, a commencé à se dissiper progressivement alors que je restais là à écouter cette vocalisation, remplacée par une curiosité intense et un étrange sentiment de privilège, d'avoir accès à quelque chose de rare et d'important, quelque chose que la plupart des gens ne connaîtraient jamais, ne croiraient même jamais possible. C'était la source des cadeaux que j'avais trouvés, le créateur des empilements de pierres et des arrangements de branches et des offrandes de viande soigneusement placées. C'était l'être qui avait partagé cette montagne avec ma tante pendant des décennies avant moi, qui avait accepté sa présence et développé une relation avec elle, qui étendait maintenant cette même acceptation timide à moi. C'était Bigfoot, Sasquatch, quel que soit le nom que les gens utilisaient pour quelque chose qui n'existait supposément que dans la mythologie, les photos floues et les témoignages contestés. Sauf que ce n'était ni de la mythologie, ni des témoignages contestés. Il se tenait là, devant moi, à une 60aine de pieds, mais absolument réel,
aussi solide et physique que la cabane, les arbres ou les montagnes elles-mêmes. La preuve que le monde contenait plus de mystères et de merveilles que je n'avais jamais imaginées. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais aucun scénario ou protocole pour cette situation. Alors j'ai simplement levé une main lentement dans ce que j'espérais être interprété comme un geste de paix et de reconnaissance. La forme est restée immobile pendant plusieurs secondes de plus. Puis, j'ai vu ce qui aurait pu être son bras se lever dans un geste similaire, imitant mon mouvement, puis elle s'est retournée et est retournée dans la forêt, se déplaçant avec un silence surprenant pour quelque chose d'aussi grand, et en quelques instants, le bruit de son passage s'était complètement estompé, me laissant seul sur la terrasse dans l'obscurité, tremblant légèrement d'adrénaline, d'émerveillement et de la profonde prise de conscience que tout ce que je pensais comprendre du monde venait de se révéler incomplet. J'ai à peine dormi cette nuit-là, allongé dans mon lit, rejouant ces moments encore et encore, me demandant si j'avais vraiment vu ce que je pensais avoir vu, si l'isolement et l'imagination s'étaient combinés pour créer une hallucination, mais les preuves étaient trop substantielles pour être écartées. Les empreintes, les cadeaux, les pierres et les branches arrangées, les offrandes de viande, tout cela indiquait que quelque chose de réel et de physique habitait cette propriété. Ma tante savait, ai-je réalisé avec une clarté soudaine. Cette note énigmatique sur le fait d'honorer ce que je trouverais sur la terre, de donner à la montagne le temps de m'accepter, elle avait essayé de communiquer cette situation exacte sans le dire explicitement. Elle avait vécu ici avec cette créature pendant plus de 30 ans, avait développé une relation avec elle, avait été acceptée par elle. Et maintenant, elle tentait de m'étendre cette acceptation, testant si l'on pouvait me faire confiance, si je respecterais son existence et son intimité. Le schéma de notre interaction a évolué progressivement au fil des mois et des années qui ont suivi cette première observation. J'ai continué à laisser des cadeaux, élargissant la variété des offrandes à mesure que j'apprenais ce qui semblait le plus apprécié. Des légumes frais du jardin que j'avais créé, des produits de boulangerie quand je faisais du pain ou des brioches, parfois des vêtements quand le temps se refroidissait, pensant que cela pourrait peut-être lui apporter un peu de chaleur, bien que ceux-ci aient toujours été laissés intacts et que j'ai finalement cessé de les offrir. La créature que j'ai commencé à considérer comme une femelle, bien que je n'ai aucune preuve réelle de cette assignation de genre au-delà de l'intuition et d'une qualité de mouvement qui me semblait féminine, a continué à rendre la pareille avec une constance remarquable. Les cadeaux qu'elle laissait ont évolué pour inclure des choses qui semblaient choisies spécifiquement pour moi, plutôt que des offrandes génériques, des roches intéressantes contenant des empreintes de fossiles ou des formations minérales inhabituelles, des plumes d'espèces d'oiseaux rares, une fois un bois de cerf tombé qui était parfaitement symétrique et magnifique. C'était personnel, comme si elle prêtait attention à ce que je pourrais apprécier, démontrant une compréhension de mes préférences et de mes intérêts. J'ai commencé à la voir plus fréquemment, bien que toujours à distance, toujours dans des circonstances qui établissaient des limites claires. Elle apparaissait à la lisière de la clairière au petit matin ou au crépuscule, se tenant immobile pendant que nous nous observions à travers l'espace qui nous séparait, ne s'approchant jamais à moins de 40 ou 50 pieds. Maintenant toujours cette zone tampon qui lui semblait probablement sûre. J'ai appris à reconnaître sa silhouette, les proportions particulières de son corps, la façon dont elle se tenait avec une légère inclinaison vers l'avant, la forme de sa tête et de ses épaules. Elle était énorme, probablement 8 pieds et demi de haut, couverte d'une fourrure brun-rouge foncé qui semblait emmêlée par endroits, peut-être à cause des intempéries ou peut-être en se roulant dans la végétation. Son visage, quand je l'entrevoyais occasionnellement sous une meilleure lumière, était à la fois humain et non humain, avec une arcade sourcilière proéminente et un nez large et plat, mais des yeux qui transmettaient une intelligence et une émotion indubitables, une conscience et une intention qui transcendaient l'instinct animal.
Un incident en particulier a solidifié notre relation et a démontré qu'elle veillait activement sur moi d'une manière qui allait au-delà de la simple coexistence ou de la tolérance passive de la présence humaine sur son territoire. C'était au début du printemps, probablement ma deuxième année sur la propriété, alors que j'apprenais encore à connaître le terrain et que je faisais des erreurs de sécurité et de vigilance qu'une personne plus expérimentée aurait appris à éviter. J'étais à plusieurs miles de la cabane, en train de dégager une section de sentier qui avait été envahie par la végétation pendant l'hiver, lorsque de fortes chutes de neige et des branches tombées avaient bloqué les chemins que j'avais établis l'année précédente. J'étais intensément concentré sur le travail physique, sciant des branches tombées avec une scie à main et traînant les broussailles hors du chemin pour les empiler en vue de les brûler plus tard, transpirant malgré les températures fraîches du printemps, ne prêtant pas une attention suffisante à mon environnement, comme on devrait toujours le faire dans les endroits sauvages où vivent des animaux dangereux et où des situations imprévisibles peuvent se développer rapidement. Un ours noir, probablement un mâle adulte, à en juger par sa taille que j'ai estimée à plus de 300 livres, a émergé d'un épais sous-bois à environ 20 pieds de l'endroit où je travaillais, apparaissant avec cette immobilité soudaine que les grands prédateurs peuvent atteindre, un instant invisible et l'instant d'après pleinement présent, se tenant là à m'observer avec de petits yeux sombres qui ne montraient aucune peur et peut-être de l'hostilité. C'était le printemps, ce qui signifiait la saison des amours pour les ours, ce qui signifiait que les ours mâles étaient souvent plus agressifs et imprévisibles que d'habitude, poussés par la testostérone et territoriaux d'une manière qu'ils ne le sont pas pendant les autres saisons, prêts à défier ou à attaquer des choses qu'ils éviteraient normalement. Cet ours particulier s'est immédiatement dressé sur ses pattes arrière, une démonstration destinée à établir sa domination et à intimider les menaces, atteignant sa pleine hauteur, ce qui plaçait sa tête au niveau de la mienne, malgré la distance entre nous, se faisant paraître aussi grand et dangereux que possible, et a émis un grognement qui communiquait clairement de l'agressivité, plutôt que de la curiosité, un son qui disait que j'étais sur son territoire et qu'il n'appréciait pas ma présence. Je me suis figé complètement, ce qui est généralement la bonne réaction face à une rencontre avec un ours, selon tous. Les guides sur la faune et les conseils d'experts restant absolument immobiles et essayant de ne faire aucun mouvement qui pourrait être interprété comme menaçant ou comme celui d'une proie. Mais cet ours ne reculait pas et ne montrait aucun signe de vouloir s'éloigner comme le font habituellement les ours lorsqu'ils réalisent qu'ils ont rencontré un humain. Il est retombé à quatre pattes après cette première démonstration et a fait plusieurs pas délibérés vers moi, réduisant la distance entre nous à peut-être 15 pieds. Une autre démonstration de menace claire qui indiquait que ce n'était pas seulement pour établir sa domination, mais potentiellement pour préparer une attaque réelle. Ses oreilles étaient plaquées contre sa tête, un autre mauvais signe, et sa bouche était légèrement ouverte, montrant ses dents, et j'ai réalisé avec une terreur glaciale inondant tout mon corps que cette situation pourrait réellement dégénérer en une attaque physique, que j'étais peut-être sur le point de me faire déchiqueter ou tuer par un ours noir un après-midi de printemps lors de ma deuxième année sur cette propriété. Je n'avais aucune arme avec moi. La carabine était à la cabane parce que j'avais bêtement supposé que je n'en aurais pas besoin pendant des travaux de sentier en plein jour, dans une zone que j'avais traversée de nombreuses fois sans incident, et j'étais assez loin de la cabane pour que même si je courais, je n'atteindrais pas la sécurité avant que l'ours ne me rattrape. Les ours peuvent courir à plus de 30 miles à l'heure, et je ne pouvais certainement pas maintenir ne serait-ce que la moitié de cette vitesse sur un terrain accidenté. Mon esprit parcourait les options, toutes mauvaises, me demandant si je devais essayer de me faire plus grande, de reculer lentement, de grimper à un arbre, bien que les ours grimpent mieux que les humains.
d'essayer de me battre si j'étais attaqué, bien que combattre un ours de 300 livres avec rien d'autre qu'une scie à main était un suicide, tous ces calculs se faisant en quelques secondes pendant que l'ours continuait son avancée et que je restais figé de peur. Avant que je puisse décider d'une réponse, avant que je puisse me tourner pour courir ou essayer de me faire plus grande ou tenter l'un des protocoles recommandés pour les rencontres avec des ours qui ne fonctionneraient probablement pas de toute façon dans cette situation, quelque chose de massif a déferlé à travers la forêt sur ma droite avec une vitesse et une puissance choquantes, des branches se brisant et le sol tremblant sous l'impact de son passage. Le Bigfoot est apparu, se déplaçant avec une vitesse qui semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand, couvrant le terrain plus vite que je ne l'aurais cru possible, et s'est positionné entre moi et l'ours dans une posture protectrice dont l'intention était sans équivoque. Elle a placé son corps directement sur le chemin de la menace, se mettant délibérément en danger pour me protéger, se faisant la cible au lieu de laisser l'ours continuer son approche vers moi. Elle a poussé une vocalisation qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu auparavant ou depuis. Un rugissement combiné à autre chose, quelque chose qui portait des couches de sens et d'émotion, un son qui communiquait l'autorité, l'avertissement et une menace indubitable tout à la fois, un son si puissant et si primal que je l'ai senti résonner dans ma cage thoracique, vibrer dans mes os, déclenchant chaque ancienne réponse de peur que les humains portent de notre passé évolutif où nous étions autant des proies que des prédateurs. La réaction de l'ours a été immédiate et absolue. Il a immédiatement reculé, abandonnant complètement sa posture agressive et se retirant dans le sous-bois en soumission évidente, ou peut-être en peur pure et simple, s'éloignant aussi rapidement qu'il était apparu, disparaissant en quelques secondes avec des bruits de fracas qui se sont rapidement estompés au loin, fuyant le Bigfoot avec une terreur évidente, ou du moins une réticence totale à la défier. La rencontre entière avait duré peut-être 30 secondes, de l'apparition de l'ours à sa retraite, mais ces 30 secondes avaient y contenu toute une vie de terreur, puis un soulagement et une gratitude écrasants. Le Bigfoot est resté dans sa posture protectrice un instant de plus, puis s'est tourné pour me regarder, et nos regards se sont croisés directement pour la première fois. Ses yeux étaient brun foncé, presque noirs, mais avec une profondeur et une intelligence surprenantes par leur humanité. Elle a soutenu mon regard pendant plusieurs secondes, et j'ai compris sans mots qu'elle vérifiait si j'étais blessé, si j'allais bien. J'ai hoché la tête, ce qui a semblé la satisfaire, et elle s'est retournée et est repartie dans la forêt, me laissant debout sur le sentier, tremblante d'adrénaline, de gratitude et d'une émotion écrasante. Cet incident a tout changé, transformant notre relation de coexistence prudente en quelque chose qui ressemblait à une véritable attention et protection. Elle était intervenue pour me sauver la vie, s'était interposée entre moi et le danger sans hésitation, m'avait protégé comme on pourrait protéger sa famille ou quelqu'un sous sa tutelle. À partir de ce moment, j'ai compris que nous n'étions pas simplement deux êtres partageant un espace sur la même propriété. Nous étions connectés d'une manière qui transcendait la différence d'espèces, liés par une reconnaissance mutuelle et une confiance grandissante. Au fil des ans, notre relation s'est approfondie de manière subtile mais significative. J'ai appris à interpréter les différents sons qu'elle émettait, divers ululements et grognements qui semblaient porter des significations distinctes que je ne pouvais pas traduire entièrement, mais que je pouvais généralement comprendre en contexte. Un ululement ascendant particulier signifiait qu'elle était à proximité et consciente de ma présence. Un grognement plus bas semblait indiquer le contentement ou la reconnaissance. Un son sec, semblable à un aboiement, servait d'avertissement que quelque chose de potentiellement dangereux se trouvait dans la région, généralement d'autres ours ou, une fois, un puma de passage. J'ai développé mon propre répertoire de sons et de gestes qu'elle semblait comprendre. Un sifflement qui signifiait que j'avais laissé de la nourriture pour elle, une main levée qui signalait une salutation pacifique,
resté immobile sur la terrasse après la tombée de la nuit qui indiquait que j'étais réceptive à sa présence si elle choisissait de s'approcher. L'hiver était particulièrement significatif en termes de développement de notre lien. Mon deuxième hiver sur la propriété a apporté un système de tempête sévère qui a duré près de 5 jours, déversant plus de 3 pieds de neige et créant des conditions de white-out qui rendaient même le fait de descendre de la terrasse dangereux. J'étais bien approvisionné en bois de chauffage et en nourriture. Pas en danger immédiat, mais isolé d'une manière qui semblait plus absolue que d'habitude. La troisième nuit de la tempête, j'ai entendu des pas lourds sur la terrasse, distinctifs et sans équivoque malgré le vent hurlant. J'ai regardé par la fenêtre pour voir le Bigfoot se tenant là, complètement couvert de neige et de glace, vérifiant la cabane, s'assurant que la structure était solide et que j'étais en sécurité à l'intérieur. Quand elle m'a vu à la fenêtre, elle a émis ce grognement de reconnaissance, puis s'est retournée et a disparu dans le blizzard, apparemment satisfaite que je ne sois pas en détresse. Après que la tempête soit passée et que j'ai pu m'aventurer à nouveau à l'extérieur, j'ai découvert qu'elle avait fait plus que simplement vérifier si j'allais bien. Elle avait déneigé autour de la porte du bûcher, le rendant accessible alors qu'il aurait été enseveli. Elle avait cassé la glace sur la source qui alimentait mon approvisionnement en eau, s'assurant que je puisse y accéder même pendant le gel. C'étaient des actions utiles et délibérées qui démontraient une planification et un souci de mon bien-être, la preuve qu'elle avait pensé à mes besoins et avait pris des mesures spécifiques pour m'aider à survivre à la tempête avec succès. Le schéma d'échange de cadeaux a continué et évolué. J'ai appris quels aliments elle appréciait particulièrement. Le miel était clairement un favori, et elle prenait toujours le poisson fumé que je lui offrais. Elle a commencé à laisser des cadeaux qui semblaient de plus en plus personnels et attentionnés. Une fois, elle a laissé un morceau d'écorce de bouleau avec ce qui semblait être des marques délibérées gravées dessus, peut-être une tentative de communication ou d'art, je n'ai pas pu déterminer laquelle. Des collections d'herbes utiles que j'ai reconnues dans les journaux de ma tante comme ayant des propriétés médicinales, racines de ginseng sauvage, sanguinaire et diverses autres. Une autre fois, un cristal de quartz presque parfait qu'elle avait dû trouver quelque part sur la propriété, clair et sans défaut, qui captait et réfractait magnifiquement la lumière du soleil lorsque je le plaçais sur le rebord de la fenêtre. J'ai aussi découvert qu'elle protégeait apparemment la propriété des intrusions humaines. À 2 reprises, j'ai trouvé des preuves que des chasseurs avaient tenté de pénétrer sur mes terres malgré les limites affichées. Des caméras de chasse installées près de la limite de la propriété et des miradors érigés à des endroits stratégiques. Les 2 fois, ces objets avaient été systématiquement détruits, les caméras brisées et les miradors démolis, avant même que je ne les découvre. Le Bigfoot patrouillait activement les frontières, empêchant l'empiètement, maintenant l'isolement et l'intimité qui lui permettaient de vivre ici sans être dérangé. Ce comportement protecteur s'étendait à moi par extension. Elle gardait à la fois son propre territoire et ma sécurité en tant que résidente de ce territoire. Les gens me demandent parfois, lors de mes rares voyages en ville pour des provisions, comment je me débrouille pour vivre seul si loin de tout, si je me sens seul ou si j'ai peur. Je leur dis que j'apprécie la solitude, ce qui est vrai mais incomplet. Je ne mentionne pas que je ne suis pas réellement seul, que je partage cette montagne avec quelque chose de remarquable, que la solitude n'est pas possible quand on est en relation avec un autre être conscient qui fait preuve d'une attention et d'un soin constant. Comment pourrais-je expliquer cela sans avoir l'air délirante? Qui croirait qu'un Bigfoot vérifie si je vais bien pendant les tempêtes, me laisse des cadeaux, protège mes frontières, me sauve la vie face à des animaux sauvages dangereux? L'histoire semble absurde, même à mes propres oreilles parfois, malgré le fait de la vivre au quotidien. Je n'ai parlé de cette situation à personne pendant toutes ces années. J'ai maintenu un secret absolu sur ce qui existe sur cette propriété. La tentation de tout documenter, de rassembler des preuves et de prouver au monde que ces créatures sont réelles
a parfois été forte. Mais je comprends ce qui se passerait si je cédais à cette tentation. Des chercheurs déferleraient sur cet endroit, des équipes de tournage, des scientifiques et des curieux, tous voulant étudier, documenter et capturer des preuves. Le Bigfoot serait chassé, son foyer détruit, sa paix brisée. Ou pire, quelqu'un pourrait essayer de la capturer, de l'étudier comme un spécimen, de confiner quelque chose de sauvage et de libre au nom de la connaissance scientifique. Je ne serai pas responsable de cela. Je ne trahirai pas la confiance qu'elle a placée en moi et en ma tante avant moi. Cette relation, cette compréhension que nous avons développée, vaut plus que n'importe quelle renommée, reconnaissance ou validation scientifique. Ma tante comprenait cela, je le réalise maintenant. Elle a vécu ici pendant 35 ans en maintenant ce même secret, en protégeant cette créature, en créant un sanctuaire où quelque chose de rare et de remarquable pouvait exister sans interférence humaine. Elle m'a transmis cette responsabilité, m'a confié quelque chose de précieux et d'irremplaçable, et j'ai consacré ma vie à honorer cette confiance. La note qu'elle a laissée sur le respect de ce que je trouverais sur la terre, sur le fait de donner à la montagne le temps de m'accepter, était sa façon de me préparer à cette réalité sans le dire explicitement au cas où la mauvaise personne lirait ces mots. J'ai vu le Bigfoot hier soir, en fait. Elle est apparue à la lisière de la clairière juste au coucher du soleil, sa silhouette se découpant sur le ciel orange et violet, se tenant dans sa posture caractéristique, légèrement penchée en avant. Nous avons développé une routine pour ces rencontres. Je m'assois sur les marches de la terrasse, elle se tient à la lisière des arbres et nous passons du temps ensemble dans un silence confortable, sans besoin de mots ou de sons, juste une présence et une reconnaissance mutuelle. Parfois, ces sessions ne durent que quelques minutes. Parfois, nous restons ainsi pendant 1 heure ou plus, regardant le ciel s'assombrir, écoutant la forêt passer du jour à la nuit, existant ensemble dans cet espace liminal entre le monde humain et le monde sauvage. Hier soir, elle est restée près d'1 heure. La lune s'est levée, presque pleine, fournissant assez de lumière pour que je puisse la voir clairement. La texture de sa fourrure, la forme de son visage, la façon dont ses mains massives pendaient détendues le long de ses flancs. À un moment donné, elle a fait ce grognement doux que j'ai appris à interpréter comme un signe de contentement, et je lui ai répondu par un son similaire, notre langage improvisé de simple reconnaissance. Finalement, elle s'est retournée et a gravi sans hâte la pente vers la partie nord de la propriété, là où la forêt est la plus dense et la plus reculée. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement dans l'obscurité. Puis je suis rentré, j'ai ravivé le feu contre le froid du soir, et je suis resté assise à penser à quel point toute cette situation est extraordinaire, improbable et précieuse, à quel point j'ai de la chance d'avoir hérité non seulement d'une terre, mais d'une relation, d'une confiance, d'une responsabilité qui donne un sens et un but à ma vie. C'est ma vie maintenant, et je ne la changerai pour rien au monde que la société conventionnelle pourrait m'offrir. Mes journées sont consacrées à l'entretien de la propriété, à m'occuper de mon jardin, à lire et à apprendre, à parcourir les sentiers et à vérifier les limites. Mes soirées se passent souvent sur la terrasse, parfois seul avec mes pensées, parfois en compagnie d'une créature qui ne devrait pas exister mais qui existe, un être qui a choisi de me faire confiance et de m'inclure dans son territoire. C'est une belle vie, peut-être la meilleure vie que j'aurais pu imaginer, certainement plus significative que la carrière que j'ai laissée derrière moi, plus épanouissante que n'importe quelle relation que j'ai eue en ville, plus réelle que tout ce que j'ai vécu dans cette existence antérieure qui me semble maintenant appartenir à une personne complètement différente. Je pense que ma tante savait que cela arriverait quand elle m'a laissé la propriété. Je pense qu'elle a reconnu quelque chose en moi, une qualité ou une capacité qui suggérait que je pourrais assumer cette responsabilité, que je protégerais plutôt que d'exploiter, que j'honorerais la confiance offerte. C'est pourquoi elle m'a choisi plutôt que d'autres membres de la famille qui auraient traité cette terre comme une marchandise à développer ou à vendre.
Elle transmettait plus qu'un bien immobilier. Elle transmettait un héritage de protection et de soins, un engagement multigénérationnel à préserver quelque chose de rare et d'important, un devoir sacré qui transcendait le droit de propriété pour devenir la garde de quelque chose de précieux et de vulnérable. J'espère pouvoir faire de même quand mon heure viendra. J'espère pouvoir identifier quelqu'un digne d'hériter de cet endroit, quelqu'un qui continuera le travail que ma tante a commencé et que j'ai maintenu, quelqu'un qui protégera le Bigfoot, gardera le secret et veillera à ce qu'elle puisse vivre en paix pour le temps qui lui reste dans ce monde. C'est ce qui compte le plus, pas de prouver aux sceptiques que ces créatures sont réelles, pas d'obtenir la reconnaissance ou la célébrité, pas de vendre l'histoire pour le profit. Ce qui compte, c'est la protection, la préservation, s'assurer que ce Bigfoot particulier puisse continuer à exister sans interférence ou exploitation humaine. Parfois, je me demande ce qu'elle pense de moi, si elle me voit comme une amie, ou simplement comme une présence tolérée sur son territoire, ou quelque chose d'entièrement différent que je ne peux pas conceptualiser de mon point de vue humain. Je ne le saurai jamais avec certitude. Nous ne parlons pas la même langue, pas au sens conventionnel du terme. Et le fossé entre nos espèces est trop vaste pour une compréhension complète. Mais nous communiquons par des gestes, des cadeaux, et le simple fait d'être là l'un pour l'autre de manière constante au fil du temps. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est tout ce dont une relation a vraiment besoin à sa base. Une présence constante et un soin démontré. Être là, prêter attention et respecter les limites. Les gens parlent des Bigfoots quand ils en parlent comme étant agressifs et dangereux, des créatures à craindre. Cela n'a pas du tout été mon expérience. Le Bigfoot sur cette propriété est doux, prudent et pacifique. Elle ne m'a jamais menacé, ni donné aucune raison d'avoir peur en sa présence. Au contraire, elle a été ma protectrice et ma gardienne, veillant sur moi avec une attention qui semble presque parentale par moments, assurant ma sécurité dans cet endroit sauvage que nous partageons. Elle m'a sauvé la vie lors de cette rencontre avec l'ours, et probablement dans d'autres situations dont je n'étais même pas consciente, des moments où elle a détourné des animaux sauvages, dangereux des zones où je travaillais, ou a dégagé des dangers des sentiers que je parcourais régulièrement. Je pense que les Bigfoots sont peut-être aussi variés que les humains en termes de tempérament et de comportement. Certains agressifs, certains pacifiques, certains curieux des humains, d'autres ne voulant rien avoir à faire avec notre espèce. Celle que je connais fait partie des pacifiques, des curieux, de ceux capables de confiance et de relation. Elle aurait pu me chasser de cette terre il y a des années si elle l'avait voulu, aurait pu rendre la vie ici si désagréable ou effrayante que je n'aurais eu d'autre choix que de partir. Au lieu de cela, elle a choisi la connexion, a choisi de m'accorder la même confiance qu'elle avait apparemment partagée avec ma tante, a choisi de m'inclure dans son monde plutôt que de m'en exclure. Ce choix a fait toute la différence dans ma vie, a transformé ce qui aurait pu être un simple isolement rural en quelque chose de riche et de significatif. J'étais à la dérive avant de venir ici, occupant un emploi qui me semblait vide de sens, vivant d'une manière qui ne correspondait à aucun sentiment de but ou de valeur, agissant mécaniquement sans réel engagement. Maintenant, j'ai un but clair, j'ai la paix, j'ai une connexion avec quelque chose d'ancien et de mystérieux, quelque chose qui existe en dehors des catégories humaines et des cadres scientifiques. J'ai cette terre, cette belle montagne sauvage que je dois protéger et préserver. J'ai une raison de me réveiller chaque matin, le sentiment que mon existence compte, parce que je sers de gardienne à quelque chose qui a besoin de protection. Le soleil se couche maintenant alors que je termine ce récit. La lumière devient dorée sur les crêtes et il y a une fraîcheur dans l'air qui signale l'approche de l'automne, une autre année qui passe, un autre cycle de saison sur cette montagne. Je vais bientôt sortir sur la terrasse, m'asseoir avec mon thé du soir et regarder la forêt alors que le jour se transforme en nuit. Et peut-être, si les circonstances s'y prêtent, verrai-je le Bigfoot
à son endroit habituel à la lisière de la clairière, montant la garde comme elle le fait, et nous passerons du temps ensemble dans ce silence confortable qui est devenu notre principal mode de connexion. C'est mon espoir, en tout cas, qu'elle apparaisse ce soir, et demain soir, et la nuit d'après, que ce schéma que nous avons établi se poursuive, aussi longtemps que nous serons tous les deux capables de le maintenir. Quand je deviendrai finalement trop vieille pour entretenir cette propriété seule, quand mes capacités physiques diminueront au point que je ne pourrai plus faire face aux exigences de cette vie, je devrais trouver quelqu'un digne d'hériter de cet endroit et de cette responsabilité. Quelqu'un qui prendra soin du Bigfoot comme je l'ai fait, comme ma tante l'a fait avant moi. Quelqu'un qui comprendra que ce dont il hérite n'est pas seulement une terre, mais un devoir sacré qui transcende la propriété. Quelqu'un qui reconnaîtra la valeur de la protection par rapport à la preuve, de l'intimité par rapport à la publicité, de la préservation par rapport au profit. Trouver une telle personne ne sera pas facile, mais c'est essentiel, car c'est de cela qu'il s'agit en fin de compte. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit aux sceptiques, d'attirer l'attention ou de gagner de l'argent avec une histoire à sensation. Il s'agit de protection. Il s'agit de préserver quelque chose de rare et de précieux aussi longtemps que possible contre un monde qui le détruirait par curiosité, par exploitation ou par simple incapacité à comprendre ce qu'il représente. Il s'agit d'honorer la confiance que ce Bigfoot a placée en moi et en ma tante avant moi. Une confiance qui s'est construite progressivement sur des décennies par une démonstration constante de respect et de soin. Il s'agit d'être un gardien, un détenteur de secrets, un protecteur de quelque chose que le monde moderne détruirait inévitablement s'il savait que cette créature existait ici. Donc, si vous entendez ou lisez ce récit et pensez que je suis délirante, que j'invente des histoires ou que j'interprète mal des phénomènes naturels, cela m'est égal. J'ai fait la paix avec ce que les gens pourraient penser de mes choix et de mes croyances. J'ai choisi cette vie délibérément, choisi cette terre, choisi cette relation avec le Bigfoot, et je referai les mêmes choix sans hésiter, car ce que j'ai ici vaut plus que tout ce que la société conventionnelle pourrait m'offrir. Le Bigfoot est réel, il vit sur cette propriété dans les montagnes que ma tante m'a laissée. Elle est pacifique, intelligente et digne de protection. C'est la vérité, que quiconque y croit ou non. Et je vais passer les années qu'il me reste à m'assurer qu'elle reste en sécurité, cachée, libre de vivre comme elle a toujours vécu dans ces montagnes anciennes. C'est ma promesse à ma tante, à cette terre et au Bigfoot elle-même. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir jusqu'au jour de ma mort. Elle m'a protégée, m'a fait confiance et m'a incluse dans son monde. Maintenant, il est de ma responsabilité de faire de même pour elle, de garder son intimité et sa sécurité aussi longtemps que j'en serai capable. Tant que je serai en vie et en mesure de le faire, je serai ici sur cette montagne, veillant sur cette terre et sur la créature remarquable qu'il appelle son foyer. Il y a tellement plus que je pourrais partager sur ces 14 années, tant de petits moments et d'interactions qui ont construit cette relation en quelque chose qui définit maintenant toute mon existence. La fois où elle a laissé une carapace de tortue parfaitement intacte sur la terrasse, nettoyée et séchée, un cadeau qui semblait choisi parce qu'elle m'avait remarqué en train d'examiner les carapaces de tortue que je trouvais dans les bois, comprenant que je les trouvais belles et intéressantes. Le matin où je me suis réveillé pour trouver des motifs complexes dessinés dans la terre de l'allée de mon jardin, des lignes et des courbes qui suggéraient une expression artistique délibérée plutôt que des marques aléatoires, comme si elle essayait de communiquer quelque chose de visuel plutôt que de pratique. Le soir d'hiver où je peinais à fendre du bois de chauffage gelé et que j'ai entendu des bruits venant de la forêt qui m'ont fait lever les yeux pour l'avoir observé, et quelques instants plus tard, trouver que plusieurs des bûches les plus récalcitrantes avaient été fendues et empilées pendant que j'étais brièvement rentré chercher de l'eau. Une aide offerte sans être demandée, des besoins anticipés et satisfaits. J'ai tellement appris sur ses comportements et ses habitudes au fil des ans,
des informations auxquelles aucun chercheur ou documentariste n'aura jamais accès, parce que je ne révélerai jamais ce que je sais à quiconque pourrait l'exploiter. Elle est plus active à l'aube et au crépuscule, ces heures liminales où le jour se transforme en nuit ou la nuit en jour, bien que j'ai trouvé des preuves de ces déplacements à toute heure, en fonction des circonstances et des besoins. Elle semble avoir des itinéraires réguliers qu'elle emprunte à travers son territoire, des chemins qu'elle suit assez souvent pour que j'aie appris à prédire où je pourrais rencontrer des signes de son passage. Elle est principalement végétarienne, d'après ce qu'elle prend des offrandes que je laisse, montrant de fortes préférences pour les fruits, les noix et certains légumes, bien que les cadeaux de viande qu'elle a laissés au début de notre relation et la manière dont elle traite proprement les carcasses de cerf indiquent qu'elle est certainement capable de consommer de la viande lorsque c'est disponible ou nécessaire. Elle semble être solitaire, ce qui me remplit d'une certaine tristesse quand j'y pense trop attentivement. En toutes ces années, je n'ai jamais vu ni trouvé de preuve d'un autre Bigfoot sur cette propriété ou dans les environs. Pas d'empreintes supplémentaires, pas de signes d'autres individus, pas de vocalisation qui pourrait indiquer une communication avec d'autres de son espèce. Soit elle est seule par choix, préférant l'isolement comme le font certains humains, soit elle est seule parce qu'elle est l'une des très rares individus restants de son espèce dans cette région, peut-être l'une des dernières, ce qui la rendrait encore plus précieuse et méritant d'être protégée. La solitude de cette possibilité me hante parfois, l'imaginant vivre année après année sans la compagnie des siens, avec seulement l'interaction occasionnelle d'humains comme ma tante et moi qui se trouvent être réceptifs plutôt que menaçants. J'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle elle a choisi d'établir un contact avec les humains, ce qui l'a motivée à approcher ma tante à l'origine, puis à m'accorder cette confiance. La réponse facile serait qu'elle a besoin d'aide, que l'existence solitaire est difficile et qu'avoir des humains qui fournissent de la nourriture et surveillent les menaces facilite la survie. Mais je ne pense pas que ce soit si simple ou si purement pratique. Je pense que peut-être elle se sent seule, que même si nous sommes des espèces différentes, nous sommes toutes deux des créatures sociales qui ont besoin de connexion et de relations pour s'épanouir, que l'isolement complet est dommageable même pour les êtres qui préfèrent la solitude. Peut-être que ma tante représentait une sorte de compagnie, quelqu'un qui était toujours présent, qui faisait preuve de soin et de respect, en qui on pouvait avoir confiance pour ne pas exploiter ou nuire. Peut-être qu'en l'absence des siens, l'amitié interespèce est devenue précieuse simplement parce que c'était mieux que rien, mieux que la solitude complète. Ou peut-être que je projette des besoins émotionnels humains sur elle et que la réalité est complètement différente de ce que j'imagine. Peut-être qu'elle voit cette relation d'une manière entièrement différente de la mienne, me considère comme autre chose qu'une amie, a des motivations que je ne pourrais même pas commencer à comprendre de mon point de vue humain. Cette incertitude fait partie de ce qui rend cette situation si fascinante et si humble. Je peux observer et interagir, mais je ne pourrai jamais comprendre pleinement, jamais vraiment savoir ce qu'elle pense, ressent ou veut. Il y a un mystère fondamental au cœur de cette relation qui ne sera jamais complètement résolu. Et j'ai appris à être à l'aise avec cette ambiguïté, à ne pas avoir besoin d'une compréhension complète pour participer à quelque chose de significatif. Les rythmes saisonniers de notre interaction sont devenus des schémas profondément familiers qui structurent mon année. Le printemps apporte une activité accrue alors qu'elle émerge de l'abri hivernal qu'elle utilise. Je n'ai jamais découvert où elle séjourne pendant les mois les plus froids, se déplaçant davantage, laissant plus d'empreintes, apparaissant plus fréquemment à la lisière de la clairière. Les cadeaux qu'elle laisse comprennent plus d'œufs d'oiseaux soigneusement collectés sans les endommager et diverses plantes et fleurs printanières. L'été est la période où je la vois le plus souvent. Ces longs soirs de crépuscule où elle apparaît et où nous passons 1 heure ou plus en présence l'un de l'autre, partageant l'espace alors que l'obscurité s'approfondit progressivement.
L'automne apporte un changement dans les cadeaux pour inclure plus de noix et de fruits de fin de saison, des noisettes, des noix noires et des kakis, comme si elle partageait sa récolte avec moi de la même manière que je partage la mienne avec elle. L'hiver réduit considérablement les contacts car elle conserve vraisemblablement son énergie et reste plus près de son abri, bien qu'elle vérifie encore périodiquement la cabane d'après les traces que je trouve dans la neige. J'ai développé mes propres schémas saisonniers qui sont parallèles aux siens dans une certaine mesure. Le printemps signifie la préparation et la plantation du jardin. L'été signifie l'entretien des cultures et la conservation des récoltes. L'automne signifie la collecte de bois de chauffage et la préparation de la cabane pour l'hiver. L'hiver signifie principalement rester à l'intérieur, lire et travailler sur des projets d'intérieur. Mais toutes ces activités se déroulent avec une conscience constante de sa présence, avec une attention aux signes de son passage, avec l'anticipation de rencontres possibles. Ma vie est fondamentalement organisée autour de cette relation maintenant, d'une manière qui semblerait bizarre à des observateurs extérieurs, mais qui me semble complètement naturelle et juste. Parfois, je me demande ce que les chercheurs donneraient pour avoir l'accès et les informations que j'ai accumulées au fil des ans. Les observations détaillées du comportement, de la communication et de l'intelligence dont j'ai été témoin. Je pourrais probablement écrire des articles académiques, contribuer à la compréhension scientifique de ces créatures, fournir des preuves qui pourraient aider à protéger d'autres Bigfoots s'il en reste. Mais le coût serait de trahir sa confiance, d'attirer l'attention sur cet endroit, de la mettre potentiellement en danger au nom de la connaissance et de la curiosité humaine. Le compromis n'en vaut pas la peine. Son intimité et sa sécurité comptent plus que le progrès scientifique, l'éducation du public ou ma propre reconnaissance potentielle en tant que personne ayant prouvé l'existence de ces créatures. La relation que nous avons construite compte plus que tout ce qui pourrait être gagné en l'exposant. Ma tante comprenait cela parfaitement, a maintenu cette même position éthique tout au long de ces décennies ici, n'a jamais failli à son engagement envers le secret et la protection, même si elle aurait pu devenir célèbre, gagner de l'argent, contribuer à la science. Elle a choisi le chemin plus difficile du silence, celui de protéger quelque chose de vulnérable plutôt que de l'exploiter, de prioriser le bien-être d'un autre être par rapport à son propre gain potentiel. C'est l'héritage qu'elle m'a transmis, pas seulement une terre et une cabane, mais un cadre éthique, un ensemble de valeurs sur ce qui compte le plus, sur la bonne relation entre les humains et les êtres sauvages que nous ne comprenons pas entièrement. Je pense souvent à l'héritage maintenant que je vieillis et que la mortalité devient plus réelle et présente qu'elle ne l'était dans ma jeunesse. Qu'adviendra-t-il de cet endroit quand je ne serai plus là? Qui la protégera alors? Ces questions me tiennent parfois éveillé, m'inquiétant pour l'avenir, me demandant si je peux trouver quelqu'un de confiance pour hériter de cette responsabilité. J'ai commencé à écrire des instructions détaillées, à créer des documents qui expliquent l'histoire, la situation et les protocoles à suivre, à préparer des informations pour celui qui viendra après. Mais des instructions peuvent-elles vraiment transmettre ce qui doit être transmis? Des mots sur du papier peuvent-ils communiquer la profondeur de cette relation, l'importance de ce qui est protégé, le soin et la patience nécessaires pour maintenir la confiance avec un être qui a toutes les raisons de craindre les humains? Je n'ai pas encore de réponse à ces questions, mais j'y travaille, essayant de me préparer du mieux que je peux à un avenir incertain. Peut-être aurai-je encore 20 ans, assez de temps pour trouver la bonne personne et lui apprendre tout ce qu'elle doit savoir par l'expérience directe plutôt que par des instructions écrites. Peut-être aurai-je moins de temps que cela et devrais-je faire confiance à la pertinence de mes préparatifs. Quoi qu'il en soit, je suis déterminé à ce que cette protection se poursuive au-delà de ma vie, que sa sécurité ne prenne pas fin à ma mort. Le soleil est maintenant complètement couché alors que je termine ce récit. L'obscurité est totale, à l'exception des étoiles brillantes au-dessus de ma tête et de la faible lueur du feu à travers les fenêtres de la cabane.
L'air est froid, l'automne approche définitivement, portant cette odeur particulière de feuilles mortes et de fumée de bois qui caractérise cette période de l'année. J'entends le ruisseau au loin, son débit plus faible qu'au printemps mais toujours constant, fournissant toujours sa musique d'ambiance. Un hibou appelle depuis la crête au-dessus, un autre répond depuis la vallée en contrebas. La forêt est vivante de bruits nocturnes, de criquets, de sauterelles et de toutes les petites créatures qui émergent lorsque l'obscurité leur offre une couverture. Et quelque part là-dehors, dans cette obscurité, elle est présente, se déplaçant sur son territoire ou peut-être se reposant dans l'abri qu'elle utilise, vivant sa vie selon des schémas et des rythmes que je ne comprends que partiellement. Demain, je lui laisserai de la nourriture à l'endroit habituel, poursuivant notre schéma d'échange et de réciprocité. Demain soir, je la verrai peut-être à la lisière de la clairière, ou peut-être pas, chaque rencontre étant un cadeau plutôt qu'une attente. Et le jour d'après, et le jour d'après, ce schéma continuera, cette relation étrange et merveilleuse qui donne à ma vie un sens et un but au-delà de tout. Ce que j'aurais pu imaginer lorsque j'étais assise dans ce box à Richmond, avec le sentiment que mon existence était vaine. C'est ma vie maintenant, et c'est plus que je n'aurais jamais rêvé possible. C'est certainement plus significatif que tout ce que la société conventionnelle m'a offert, plus réel et immédiat que n'importe quelle carrière ou relation que j'ai eue dans mon existence précédente. J'ai un but ici, gardienne de quelque chose de rare et de précieux, protectrice d'un être qui me confie sa vie et sa sécurité, participant à un mystère dont la plupart des gens croient qu'il n'existe pas. J'ai une connexion qui transcende les espèces et le langage. Une relation construite sur le respect mutuel et un soin démontré au fil d'années d'interactions patientes. J'ai cette montagne, cette forêt, ce ruisseau, ces crêtes et ces arbres anciens, tout cela sous ma protection. Tout cela comptant d'une manière que le travail en entreprise n'a jamais compté. Quand je serai vieille, que mon corps me lâchera et que je ne pourrai plus entretenir cet endroit seul, quand ce jour inévitable viendra, j'espère que j'aurai trouvé quelqu'un pour recevoir cette confiance. Quelqu'un capable de comprendre ce dont il hérite et engagé à poursuivre la protection. C'est ma tâche la plus importante qui me reste. M'assurer que cela ne se termine pas avec moi. Et si je réussis dans cette tâche, si je parviens à transmettre cela à quelqu'un de digne, alors je pourrai mourir en sachant que j'ai accompli mon but, honoré l'héritage de ma tante, garder la foi avec le Bigfoot qui a choisi de nous faire confiance. C'est tout ce que je peux espérer, vraiment, avoir bien vécu, bien protégé et transmis quelque chose d'important. Ce serait suffisant. Ce serait une vie bien vécue, peu importe comment le monde la juge ou la comprend.